Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de webinaires à Spring Solutions. 2 fois par mois, nous parlons des tendances en matière e-learning, partageons les conseils et astuces à Spring et examinons des études de cas clients. Je suis Anastasia, Marketing Manager chez iSpring et je serai votre modérateur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant. Nous parlons de comment devenir ingénieur pédagogique et c'est Christophe Tillier qui vous présentera le sujet. Vous pouvez suivre Christophe sur LinkedIn et lui poser les questions directement en utilisant le QR code qui est présenté sur le slide. Je passe maintenant la parole à Christophe. Christophe, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Anastasia et bonjour à l'ensemble des connectés. Je vais très bien, merci. Et vous-même? Moi, très bien Bon. aussi. Je pense que nous pouvons commencer, Parfait, oui. Parfait, il est 11h. J'espère que vous trouverez le webinaire d'aujourd'hui utile et intéressant. Et Christophe, on commence? Très bien, on peut démarrer. Donc, merci beaucoup Anastasia pour cette introduction. Donc, Christophe Tillier, je suis formateur et concepteur e-learning indépendant depuis environ 7 ans. Et donc, j'interviens sur les sujets de digital learning, à savoir à la fois sur la formation et également sur de la conception e-learning. Et aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous présenter le métier d'ingénieur pédagogique digital. Voilà, donc pour vous donner, je dirais, une envergure, un panorama assez fidèle et réel de ce que l'on peut retrouver sur le marché du travail, du quotidien, et aussi une vision un peu outil. Voilà. Donc, vous avez une présentation en même temps. Donc, le titre, comment devenir ingénieur pédagogique. Voilà. Donc, à la fin de ce webinaire, vous allez pouvoir découvrir ce qu'est un ingénieur pédagogique et également donc ce que l'on appelle un plan clair pour devenir un ingénieur pédagogique, et également le quotidien, les étapes, la méthodo un petit peu qu'on peut mettre en place. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Il y aura des temps d'arrêt durant ce webinaire pour pouvoir y répondre. Différents QR codes vous seront proposés. Également, ce webinaire sera complété avec des ressources. Donc, ça va être des ressources, des liens, mais également de la bibliographie, pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'une heure, c'est à la fois long, mais en même temps, c'est à la fois court. Voilà. Ce webinaire, au final, si vous êtes là, c'est que vous êtes sans doute, vous pouvez vous retrouver dans 2 cas de figure. Vous êtes peut-être débutant dans le e-learning, vous êtes curieuse et vous voulez en savoir un peu plus sur ce métier d'ingénieur pédagogique digital. Ou bien vous êtes déjà dans le milieu et puis vous souhaitez approfondir vos connaissances sur cette discipline. Donc, en tous les cas, je vous souhaite la bienvenue et grand merci à toutes et à tous d'être disponibles sur ce temps. Voilà. Donc qu'est-ce qu'un ingénieur pédagogique? Donc, un ingénieur pédagogique, souvent, c'est un peu, pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu de la formation, ça peut être un peu obscur, en fait, parce l'ingénieur pédagogique va créer des contenus de formation sur lesquels il n'est pas forcément expert. Donc, il y a toute cette partie d'ingénierie, de collecte des données, du matériel de formation, en vue de le transformer pour faire une formation e-learning. Donc, il y a cette plasticité, ce travail de récolte et aussi un travail d'équipe. Nous le verrons durant cette présentation avec différents acteurs. Donc, maintenant qu'on a défini ce qu'est un ingénieur pédagogique digital, je vous propose de voir un petit peu ces missions, donc ce que font les ingénieurs pédagogiques digitaux. Donc, on peut avoir différents types de missions. Donc, on va tout d'abord le fait de pouvoir définir des objectifs d'apprentissage, donc des objectifs qu'on va appeler pédagogiques. Le fait de pouvoir interagir avec des experts autour de leur matière en vue de collecter le contenu.
Et donc, il va y avoir tout un travail de scénarisation, d'élaboration de scénarios, et également de storyboard, qu'on va appeler du coup un document intermédiaire dans la conception pédagogique. Et donc, le travail, je dirais, essentiel de l'ingénieur pédagogique va être d'analyser les besoins de formation avec une belle étude de l'audience, des apprenants, le fait de scénariser à l'aide des contenus de formation qui lui sont confiés. Voilà, donc travail d'enquête, d'études, de questionnement avec les experts, je dirais. Et après, un travail de mise en forme à la fois graphique et fonctionnel au sein d'un document qu'on va appeler le storyboard, qui va être en fait confié après à des personnes ou bien même à l'ingénieur pédagogique en vue de le développer au sein d'un outil auteur. Voilà, donc l'ingénieur pédagogique a un rôle clé dans la structure des ressources de formation, des modules e-learning. Donc ça peut être des modules e-learning, mais aussi ça peut être des ressources vidéo. Ça peut être le fait de faire de l'ingénierie pour une vidéo avec acteur ou bien une vidéo motion design. Ça peut être aussi de l'ingénierie pédagogique sur des classes virtuelles. Donc voilà, ça permet, je dirais, d'avoir un champ des possibles assez ouvert. Donc à la fois en termes de sujet, parce qu'on peut travailler sur tout sujet au final, donc toute thématique. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est souvent un petit peu complexe à faire passer comme message sur des personnes qui ne sont pas pédagogie friendly, comme on dirait. Et à la fois aussi en termes de résultats, donc ça permet, je dirais, de mettre au service son expertise en termes de pédagogie pour le digital. Voilà. Donc voilà ce que font les ingénieurs pédagogiques digitaux. Pour la petite histoire, moi, il y a 12 ans, quand j'avais terminé ma formation à l'université, je me suis tourné vers l'APEC, et donc l'APEC que vous connaissez sans doute. Et j'ai dit, bah voilà, j'aimerais bien être concepteur e-learning ou ingénieur pédagogique digital. Et la personne de l'APEC était tout à fait, je dirais, surprise et méconnaissait ce travail. Alors que bon, maintenant, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ce métier d'ingénieur pédagogique est reconnu et tout à fait, je dirais, valorisé et indispensable dans bon nombre de structures. Voilà. Donc, on va pouvoir les découvrir d'ailleurs dans la slide suivante. Voilà, donc n'hésitez pas à faire passer les questions via le chat. Je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. Bonjour à tout le monde. Il y a des personnes qui sont en train d'arriver, qui se disent bonjour, c'est vraiment sympathique. Alors, les spécificités du travail d'ingénieur pédagogique, donc c'est encore une fois une belle ouverture, comme on dirait, c'est qu'on peut trouver de l'ingénierie pédagogique dans différents domaines. Donc, comme le présente la slide qui vous est présentée, donc ça peut être tout d'abord voilà, dans des entreprises. Voilà, dans bon nombre d'entreprises ont un service formation intégré et donc on recourt à ces compétences pour pouvoir créer des formations donc d'ingénierie pédagogique. Ok, donc les entreprises, voilà, ça peut être toutes les entreprises qui peuvent vous passer par la tête, voilà, dans lequel il y a un service formation. Ça peut être également dans l'enseignement supérieur. J'ai cru voir dans certaines personnes qui étaient connectées, des personnes de l'université. Donc effectivement, à l'université, il y a du contenu de formation et bien sûr, ce contenu de formation peut être amené à être transformé. Et donc là, on a recours à l'ingénieur pédagogique, bien entendu. Ça peut être aussi, et ça m'est arrivé de travailler avec des administrations. Voilà, par exemple, le ministère de l'armée, de la défense, par exemple, ils ont tout un service formation pour pouvoir former les personnes qui interviennent dans leur service. Et donc voilà, ça peut être, vous voyez, des portes voilà, qui peuvent être intéressantes. Ou bien aussi, donc là, la petite pastille rose, ça peut être aussi des associations sans but lucratif, donc des associations loi 1901. Je pense notamment, là actuellement, en tant que formateur, j'accompagne des concepteurs e-learning. Et donc, j'ai un de mes participants qui intervient dans le cadre d'une association d'insertion
pour des jeunes adultes. Donc voilà, donc on est vraiment, vous voyez, dans un métier avec un périmètre assez large dans lequel on peut avoir ce luxe d'avoir plusieurs vies professionnelles, côtoyer différents types de collaborateurs, différentes structures, différents systèmes, petits, moins grands, très grands, un détail visée internationale. Voilà, donc ça vous permet, je dirais, d'avoir déjà une photo du métier. Donc en termes de présentation, en termes de mission, et donc voici un petit peu les possibles, je dirais, domaines d'intervention. Donc maintenant aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, voilà, comme tout le monde le sait, au jour d'aujourd'hui, on peut travailler voilà, en salariat, donc sous un contrat de travail assez classique, voilà, donc avec un CDI ou un CDD au sein d'une équipe, comme je dis, déjà staffée. Donc c'est tout à fait intéressant. Ça peut présenter des avantages. D'une part, on est tous, je dirais, dans la même société, et donc on peut être en recherche de stabilité. Donc on peut être vraiment attiré sur ce concepteur pédagogique ou ingénieur pédagogique en salariat pour rechercher de la stabilité en termes de, je dirais, de structure, avec une hiérarchie, avec des tâches qui vont nous être confiées bien claires et bien définies, et sans avoir à avoir les coûts des outils à intégrer. Donc, comme vous le savez, les outils auteurs qu'on peut utiliser pour créer des contenus e-learning sont rarement gratuits, les plateformes non plus. Donc, effectivement, le fait de pouvoir être sous ce régime salariat, donc ça permet, je dirais, de pas se soucier de ces problématiques-là. Voilà. Par contre, effectivement, on peut retrouver, comme toute chose, il y a des plus et des moins, des inconvénients, type voilà, le fait d'avoir des horaires bien stricts, des horaires, mais aussi un lieu de travail dans lequel on doit se rendre. Effectivement, le télétravail n'est pas forcément, je dirais, automatique. Le fait aussi d'avoir des projets sur lesquels on va travailler et puis on n'a pas forcément envie de travailler dessus. Donc voilà, le fait, le manager, le responsable du studio e-learning va vous confier tel ou tel projet, ou même des fois travailler sur multi-projets. C'est souvent aussi ce cas-là. Quand on est en salariat, on va pouvoir travailler sur différents projets. Et donc, effectivement, ça permet à la fois une belle curiosité, mais des fois, on va travailler sur des choses qu'on n'a pas forcément choisies. Donc, ça peut faire partie des inconvénients. Et d'autre part, en termes de salaire, effectivement, on peut, si on est junior, comme on dit, dans le milieu, pas forcément prétendre à des salaires mirobolants. Voilà, donc le concepteur pédagogique en salariat, voilà, c'est quelque chose qui est effectivement une belle solution. Si je devais un petit peu parler de mon expérience vécue, je suis passé par cette phase-là, cette étape-là, au démarrage de ma carrière professionnelle, et ça a été assez, je dirais, structurant pour pouvoir avoir les bonnes pratiques, acquérir les bonnes techniques sur la gestion de projet, pour pouvoir aussi avancer sur la formation outils, voilà, pas être, je dirais, un peu isolé, ce qu'on peut retrouver un peu les inconvénients du freelance qu'on va voir après. Donc je dirais, c'est toujours intéressant d'avoir aussi ce confort pour se lancer en tant que concepteur pédagogique en salariat. D'autre part aussi, pourquoi le concepteur pédagogique ou ingénieur pédagogique salariat se développe aussi? Bon nombre d'entreprises souhaitent internaliser leur développement d'e-learning. Beaucoup d'entreprises vont créer leur académie, ce qu'on va appeler l'académie, donc ça va être le service e-learning de l'entreprise. Et donc, automatiquement, ils vont avoir besoin de nos talents. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites partie de cette discipline et donc de cette aventure. Et donc, ils vont avoir besoin de nous. Et donc, effectivement, très intéressant, je dirais, de pousser ces portes, de voir les annonces, de regarder un petit peu ce qui est demandé, ce qui peut être proposé en termes de conditions. Donc voilà, concepteur pédagogique en salariat.
Et donc, pour pouvoir comparer deux éléments, donc on a pu voir le concepteur pédagogique en salariat. Maintenant, nous pouvons regarder le versant donc freelance ou indépendant. Donc voilà ce qu'on va appeler le freelance. Donc c'est effectivement démocratisé de plus en plus au jour d'aujourd'hui. Donc à titre personnel et professionnel, je me retrouve dans cette situation-là depuis 7 ans en qualité d'entreprise individuelle, hein, donc vraiment voilà, seul, on va dire. Donc effectivement, les avantages et qu'on peut voir, je dirais, au démarrage, ça va être une certaine indépendance sur le choix des projets, sur son rythme de travail, un certain nomadisme dans l'exécution des tâches. Où, effectivement, on peut travailler depuis son Airbnb avec une vue sur la mer, pourquoi pas, à condition qu'on a une connexion Internet et son PC, et on fait une visio avec les clients et ça marche plutôt bien. Donc effectivement, on peut retrouver ces avantages-là. D'autre part, en termes d'avantages et pas des moindres, c'est clair que potentiellement, les honoraires d'un concepteur e-learning freelance vont être tout de suite plus élevés qu'un salaire qui va être proposé sur la première situation. Donc on peut avoir des honoraires intéressants. Qui plus est, si vous êtes sur des projets, je dirais un petit peu élaborés, sur des sujets techniques, sur des sujets qui vont faire appel à du multilingue. Voilà, si vous faites des appels à projets, vous répondez à des projets avec de l'anglais, par exemple, et puis vous êtes doué en anglais. Donc effectivement, vous pouvez valoriser ce savoir-faire-là. Si vous êtes capé sur telle ou telle discipline, mettez-le en avant aussi. Donc effectivement, le freelance a différentes cordes à son arc pour pouvoir, je dirais, avoir des honoraires assez intéressants. Par contre, bah, comme toute chose, hein, c'est pas non plus magique. Il y a des points, je dirais, un petit peu limites, un peu d'inconvénients. Donc, il y a il y a une certaine instabilité. Donc, effectivement, le fait de devoir être tributaire des clients, des projets. Donc, on peut être pas forcément, je dirais, avoir un flux d'argent continu tout au long de l'année. Donc, ça demande d'avoir une petite trésorerie, puis être assez, je dirais, organisé. Donc, clairement, ça, c'est très important. Et être assez débrouillard. Donc, effectivement, le côté tâches supplémentaires, par exemple, quand on est indépendant, il faut tenir sa petite comptabilité, faire un peu de commercial, être, je dirais, aussi bon communicant, être sur différents flancs qui ne sont pas forcément liés au métier d'ingénieur pédagogique digital. Donc tous les inconvénients de l'entrepreneuriat peuvent être retrouvés dans le freelance. Sans oublier aussi voilà, le fait d'avoir des clients qui peuvent être, c'est pas forcément légion, hein, mauvais payeurs, qui vont avoir des conditions de facturation à 45 jours fin de mois. Donc effectivement, il s'agit de bien, je dirais, anticiper les choses pour éviter de se retrouver dans des situations problématiques. Donc voilà. Après, effectivement, le métier, la discipline d'ingénieur pédagogique digital en freelance est tout à fait, je dirais, compatible avec ce statut professionnel. Pourquoi? Parce qu'on travaille en mode projet. Donc un projet, ça a un début, ça a une fin. Et effectivement, là, on va être missionné pendant un temps court. Et une fois que c'est terminé, bah voilà, c'est terminé. Et donc, c'est tout à fait, je dirais, intéressant pour des universités, des administrations ou autres, d'externaliser et donc de faire appel à du freelancing. Voilà. Donc voilà pour ces deux, je dirais, situations professionnelles dans lesquelles on peut retrouver l'ingénieur pédagogique, le salariat et le freelance, pour lequel on a pu voir pour chacun les avantages et les inconvénients. Donc n'hésitez pas à réagir sur le chat. Voilà, si vous avez des questions, voilà, ça me paraît intéressant. Y a-t-il du sens à préciser ingénieur pédagogique digital? Oui, il y a du sens, effectivement.
parce que le métier d'ingénieur pédagogique, pour créer des ressources de formation, je dirais, classiques, n'a pas forcément, je dirais, cette petite casquette digitale avec une bonne connaissance des outils auteurs, d'une part, et des problématiques du e-learning. Voilà, Thierry, pour répondre à ta question. J'espère y avoir répondu. Je te laisse le soin de me dire si c'est OK pour toi. Voilà. Alors, pour pouvoir continuer dans notre webinaire, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, très bien, je démarre dans cet univers d'ingénieur pédagogique. Et donc, bah voilà, comment monter en compétences. Donc, on va voir ici, en fait différentes façons de monter en compétences. Je dirais d'avoir un côté assez proactif, assez dynamique pour pouvoir solidifier son expertise. Donc, d'une part, le fait de s'inscrire à différentes newsletters, à faire de la veille sur différents canaux, notamment sur LinkedIn. D'autre part, vous pouvez participer à des salons. Prochainement, il va y avoir un salon Porte de Versailles les 21, 22, 23 mars pour lequel vous pouvez retrouver iSpring avec leur partenaire Learning Touch. Vous pouvez aussi monter en compétences à l'aide en faisant des alliances qu'on va appeler des clusters en fait. Donc, on a souvent utilisé le mot cluster pendant la période Covid, mais aussi professionnel en fait. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'allier avec d'autres travailleurs indépendants pour pouvoir mettre en commun sur des projets un peu ambitieux. Autre façon aussi de monter en compétences, donc souvent des éditeurs de logiciels, notamment l'éditeur iSpring pour lequel on est réunis aujourd'hui, proposent des challenges. Donc ça permet effectivement de monter en compétences sur cette partie-là. Donc c'est très intéressant. Sans oublier voilà, tous les formes de réseautage qu'on peut avoir avec des groupes d'affaires, par exemple, en participant à des webinaires comme vous faites aujourd'hui. Ou bien aussi, en s'inscrivant dans une démarche un petit peu, je dirais pourquoi pas en faisant du bénévolat pour des associations, comme je disais tout à l'heure, ou en participant à des projets pour des universités. Donc là, récemment, il y avait une université au Moyen-Orient qui ont lancé tout un appel à projets pour pouvoir accompagner tout ce qui est Middle East, donc Égypte, entre autres, sur l'évolution du numérique, donc l'éducation numérique. Donc, en participant à ce type de projet universitaire, ça peut permettre, je dirais, de monter en compétences et donc d'avancer un petit peu sur le sujet. Donc, voilà un petit peu différentes façons de monter en compétences sur le métier d'ingénieur pédagogique digital. Alors, je vois qu'il y a différentes questions, donc je vais prendre le temps d'y répondre avant de passer à la suite. Voilà. Alors, je remonte un petit peu. Donc, après Thierry. Ok, donc quels sont les outils numériques indispensables à maîtriser? Alors, Kevin, donc en termes d'outils, vous pouvez avoir des outils type, tout d'abord la suite bureautique Office, d'une part. Donc, effectivement, on travaille essentiellement avec PowerPoint et Excel. Donc, c'est un outil très important, je dirais, sur lequel il faut être à l'aise. Et ensuite, on va avoir la partie, tout le périmètre outils auteurs. Donc, outils auteurs, ça va être des outils, des logiciels pour pouvoir créer de la ressource e-learning. Donc, maîtriser. Donc, ensuite, tout va dépendre en fait de votre situation. Si vous faites juste de l'ingénierie pédagogique, donc sur des scénarios et storyboards, et vous ne faites pas forcément de l'outil auteur à longueur de journée, il n'y a pas forcément besoin de le maîtriser et d'être un expert, mais au moins de connaître ce que proposent les outils auteurs. Ça me paraît, je dirais, un point important en fait. Parce que quand on va créer les scénarios ou les storyboards, à un moment donné, on va avoir besoin de se dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire avec tel outil auteur? Quelle va être la limite avec tel outil auteur? Donc, effectivement, c'est important d'avoir, je dirais, une première vision. Alors, les outils, des outils auteurs, donc il y en a quelques-uns sur le marché.
Donc, vous avez l'outil auteur d'iSpring que je vais vous présenter dans quelques minutes. Vous avez d'autres outils auteurs comme Articulate Storyline qui est connu, Adobe Captivate, d'autres outils auteurs qui sont gratuits comme H5P qui peuvent être intéressants. Donc après, une fois que vous en aurez fait 2 ou 3, après il y a une logique sur laquelle vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà, donc je vais continuer à regarder d'autres questions. Le titre était juste ingénieur pédagogique au début du digital. Donc en 2023, c'est la norme. Un ingénieur pédagogique doit-il avoir un bagage fort en e-learning? Il me semble, au jour d'aujourd'hui, sur les annonces, ça devient quelque chose, je dirais, assez intéressant, effectivement, d'avoir cette casquette. C'est un petit plus qui est attendu dans les centres de formation. De part, voilà, il y a le Covid qui est passé par là, d'une part, mais aussi l'évolution, la mutation du monde de la formation professionnelle et de plus en plus, je dirais, de stagiaires, d'apprenants attendent en fait des centres de formation, des contenus, que ce soit des classes virtuelles, des contenus d'auto-formation via des ressources e-learning. Donc ça devient, je dirais, quelque chose d'un petit peu incontournable, clairement. Hassan, oui, les micros sont coupés. Peux-tu nous en dire plus sur les challenge outils? Corinne, je pense que c'est toi. Donc challenge outils, donc en fait, de façon, je dirais peut-être une fois par an, par exemple, un éditeur de logiciel va dire, bah tiens, vous avez telle contrainte, vous allez faire un e-learning d'une vingtaine de minutes. Et on va le passer au clip sous différents critères. Donc, par exemple, critères esthétiques, critères approche pédagogique, critères interactivité. Voilà, par exemple. Et donc, on va pouvoir, je dirais, se challenger, donc mettre à profit nos compétences, notre expertise pour faire un petit challenge. Et puis après, il y a une petite. Alors, on peut avoir quel type de lot on peut remporter. Ça peut être des réductions sur des abonnements, une petite notoriété, un petit post, voilà, quelque chose un peu plus dans ce cas-là. Brigitte, PowerPoint en 2023, oui, absolument. Il n'est pas obsolète, PowerPoint, on l'utilise tous les jours. Voilà. Pourriez-vous citer quelques formations solides? Alors, on vous les aurait en fait en lien suite au webinaire. Vous pourrez retrouver différents liens vers des centres de formation. Voilà. Ok, très bien. Alors, je continue la présentation. Merci beaucoup pour vos intérêts et vos questions. Alors, pour continuer, donc, première, je dirais, on va dire première étape en fait, pour pouvoir, je dirais, vous aiguiller. Donc maintenant, on vous a mis en contexte, on a fait une première mise en abîme du métier d'ingénieur pédagogique, d'une part. Donc maintenant, on va voir les étapes en fait du métier. Donc premier point en fait, lorsqu'on va se lancer dedans. Donc premier point, il faut avoir un petit peu, je dirais, un premier vernis, comme on dit. Sur le côté un peu conceptuel en termes de théorie, en termes de stratégie pédagogique, en termes de méthode de conception. Donc, bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire un cours, un master d'ingénierie pédagogique, formation, on n'est pas là pour ça, mais plutôt de vous donner envie d'y aller, d'une part. Et puis, avec Anastasia, on trouvait ça intéressant de vous présenter un modèle qui est, je dirais, incontournable au jour d'aujourd'hui, qui peut même, je dirais, être, je dirais, remis en question, entre guillemets. Donc, c'est un modèle en cascade, comme on dit, en fait, étape par étape de production d'une ressource e-learning dans lequel l'ingénieur pédagogique va intervenir. Donc, c'est le modèle ADDIE, ADDIE, en fait, qui permet d'avoir un échéancier d'étapes avec une partie d'analyse, je dirais, du besoin du commanditaire. La deuxième étape, D, de design ou conception pédagogique, voilà, dans lequel donc l'ingénieur pédagogique va totalement, je dirais, avoir son intérêt, donc pour pouvoir créer le scénario pédagogique, fixer les objectifs, travailler sur le storyboard de la ressource. Ensuite, la troisième étape va être le développement au sein de l'outil auteur. Ensuite, on va avoir une étape I, donc implémentation, mise en œuvre, où la ressource va être mise en ligne sur une plateforme. Et enfin, dernière étape d'évaluation
je dirais, de la ressource. Donc, en fait, c'est un modèle sur lequel vous allez pouvoir le retrouver si vous faites des petites recherches sur le net assez facilement, mais qui est, je dirais, assez intéressant pour pouvoir, je dirais, avoir une vue en termes de méthodo, pour pouvoir concevoir une ressource e-learning. Et donc, l'ingénieur pédagogique digital, il va pouvoir intervenir sur à la fois donc l'analyse du besoin, voilà, mais aussi sur les parties conception et développement. Donc, de toute façon, on voit ce flux, ce process, sous un angle, étape par étape. Donc, je disais tout à l'heure que ce modèle peut être, je dirais, pas remis en question, peut être aussi vu aussi sur un mode un peu plus itératif. Et là, je vous laisserai le soin de regarder sur le site iSpring dans l'article où il vous présente aussi un modèle plus en mode agile, ce qu'on appelle un modèle SAM notamment, qui permet de découper le projet en différents petits tronçons et donc je dirais, d'avancer peut-être de façon un peu plus souple. Voilà. Donc voilà en termes de méthodo. Maintenant, c'est intéressant aussi de se dire voilà, que même si on est freelance ou au sein d'une équipe en salariat, on travaille rarement tout seul. Voilà. Donc il est intéressant en fait de voir qu'il y a différents acteurs. Donc là, vous voyez une petite liste, une petite checklist des acteurs d'un projet e-learning, donc notamment les designers graphiques, les développeurs, les experts métiers, auteurs de plateformes ou motion designers et autres. Je vous laisse le soin, si vous êtes curieux, curieuse, d'aller regarder une carte mentale d'une personne qui s'appelle Olivier Legrand, formateur du web, qui a en fait détaillé, qui a une vue un petit peu comme ça, un peu une vue panoramique éclatée des différents types d'expertise, d'équipes qu'on peut retrouver au sein d'un projet e-learning. Donc c'est tout à fait intéressant. J'ai hâte de se dire, tiens, dans l'équipe projet, on va voir qui, dans l'équipe technique, on va voir qui, etc. Donc je ne vais pas avoir le temps de tout vous détailler, mais rassurez-vous, le lien vous sera déjà envoyé. Peut-être que vous pouvez déjà avoir accès à ce lien. Merci beaucoup Anastasia. Voilà, vous pouvez du coup le bookmarker, comme on dit. Voilà. Donc cet outil a vraiment un côté assez pertinent lorsqu'on découvre, je dirais, ce métier, pour pouvoir trouver sa position et puis de se dire tiens, on est rarement tout seul et du coup c'est un vrai travail d'équipe. Autre point aussi, donc dans ce travail d'ingénieur pédagogique, on fait rarement des formations pour nous-mêmes. Du coup, on va rarement faire toute l'ingénierie pédagogique pour nous. Et donc, c'est, je dirais, primordial de se dire, voilà, qui est ma cible? Et donc, on utilise de plus en plus des outils qui étaient utilisés auparavant dans le milieu du marketing pour pouvoir étudier des cibles clientèles, voilà, des futurs clients, et notamment un outil qu'on appelle la carte empathique, qui permet je dirais, en fait, c'est un outil qui va permettre de se poser avec le commanditaire, par exemple, ou avec son expert, pour se dire, tiens, la cible du module e-learning, dans quelle situation il travaille, dans quelle situation professionnelle, comment il va suivre le futur module, quelles sont ses contraintes, pourquoi il va suivre cette formation, est-ce que cette formation lui est, je dirais, prescrite et il n'a pas le choix de la suivre ou il va le faire parce qu'il en a envie. Est-ce qu'il va suivre cette formation avec un smartphone ou avec une tablette? Quel temps il a pour pouvoir suivre la formation, etc. Donc effectivement, je dirais, pour bien partir sur le bon pied, sur de l'ingénierie pédagogique, une bonne connaissance de la cible des apprenants est vraiment très très importante. Donc n'hésitez pas à aller, je dirais, consulter, aller rechercher sur les moteurs de recherche ce qu'on nomme une carte empathique. Donc encore une fois, moi l'idée c'est de vous faire découvrir des choses, pas de vous former sur l'utilisation des outils en quelques minutes, ça serait être bonimenteur, et de vous donner quelques clés. Et donc cet outil peut être vraiment, je dirais, une belle aide pour pouvoir fixer des objectifs et donc avoir un module qui va, je dirais, coller à notre cible. Voilà. Bien sûr, si vous avez une visée de faire des modules plus
marque blanche, un peu plus sur étagère. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez, une cible bien définie, mais assez large, et avoir des choses assez accessibles. Voilà. Alors, je vais répondre aux dernières petites questions avant d'avancer. Alors, merci Mathilde pour ta question. Quelle est la différence entre ingénieur pédagogique et concepteur pédagogique? Donc, effectivement, en français, et comme dans beaucoup de choses, et en pédagogie aussi, on aime bien, je dirais, faire des distinctions et mettre les éléments dans différents tiroirs. Et c'était un petit peu aussi le lieu de la carte mentale. Donc, effectivement, si on devait faire en fait un distinguo entre ingénieur pédagogique et concepteur pédagogique, le concepteur va être plutôt dans la partie développement dans l'outil auteur, et l'ingénieur pédagogique va être plutôt sur les phases avant d'ingénierie, donc de rédaction du scénario pédagogique et du storyboard. Donc souvent, bien souvent, moi je vois dans mon quotidien et même en entreprise, les deux peuvent être confondus, mais parfois, on peut être amené à faire uniquement de l'ingénierie pédagogique. Ça peut arriver. Il m'est arrivé parfois, j'ai eu des commentaires qui m'ont dit, bah voilà Christophe, est-ce que tu peux rédiger un script motion design? Donc je vais rédiger le script, donc toute la partie ingénieur pédagogique, et après je confie le script, ce document, à une équipe plus technicienne pour pouvoir le médiatiser. Et donc là, du coup, ça va être le concepteur qui va devoir le réaliser, hein, qui va devoir le mettre en musique ou en vie. Voilà Mathilde, j'espère avoir répondu à ta question. Merci beaucoup. Donc, je remonte. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Quelle est la différence entre ingénierie pédagogique et technopédagogique? Alors, technopédagogie, alors, à mon sens, j'en ai rarement entendu parler de ce terme. Alors, je ne pourrais pas vous répondre, je suis désolé. Voilà, au centre de quelle relation est l'ingénieur pédagogique? Donc, je pense que la question d'Hammer, vous avez trouvé la réponse grâce à la carte mentale. Voilà. Super Mathilde, merci de votre feedback. Super. Très bien. Allez, l'heure tourne, ça va vite, il est 11h37. Allez, je continue. Merci pour vos questions. Alors, donc on a pu voir le métier d'ingénieur pédagogique, on a pu voir le fait de se former en termes de stratégie pédagogique, de méthode de production. On a parlé de notre audience. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure, donc l'intérêt de l'outil. Donc effectivement, l'outil est intéressant. Et donc l'idée, c'est de trouver un outil e-learning qui va être à la hauteur de vos ambitions, dans lequel en fait vous allez pouvoir vous épanouir et pas vous retrouver, je dirais, limité ou plafonné dans vos réalisations, dans les activités que vous souhaitez proposer à vos apprenants. Je m'explique. Demain, j'ai envie de faire une vidéo interactive, donc c'est-à-dire une vidéo dans laquelle je vais pouvoir insérer des questions, voilà, des petits points break, voilà, avec des moments, je dirais, d'interruption de la vidéo. Donc l'intérêt, c'est de se retrouver avec un outil qui va être en capacité de proposer ce type d'activité pédagogique, hein, donc vraiment, l'idée, il ne faut pas confondre outils et pédagogie. Donc on est vraiment, je dirais, c'est un outil qui va être au service de la pédagogie et non pas l'outil, enfin entre guillemets, l'inverse, quoi. On ne va pas faire nos modules par rapport à notre outil. Donc soyez vigilants, prenez le temps d'essayer, de regarder de différentes versions d'essais. Donc par exemple, moi j'aurais envie de faire donc je vais vous proposer un petit exemple là dans cette partie-là. Donc par exemple, l'outil l'outil iSpring. Donc l'outil iSpring, il est intéressant parce qu'il va pouvoir se greffer à l'intérieur de PowerPoint. Donc, vous voyez, Anastasia vous propose un essai de 14 jours. Donc, n'hésitez pas à le télécharger pour pouvoir regarder cet outil. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant parce c'est comme un petit couteau suisse, en fait, qui va vous permettre de transformer des PowerPoints assez facilement en module e-learning. Et donc, vous allez pouvoir retrouver différents types d'activités et vraiment avec des visées pédagogiques assez éprouvées, comme on pourrait dire. Donc, c'est un outil avec une certaine antériorité. Là, ils sont avec la version 11.
c'est plutôt chouette et il est en constante évolution pour pouvoir l'utiliser assez régulièrement. Donc, par exemple, moi, je souhaiterais faire un module e-learning d'une durée d'environ 35 minutes avec trois séquences, avec une première accroche, une partie apport notionnel et puis après une partie application. Et donc, dans chacune des séquences, je vais pouvoir en fait mettre en place différents types d'activités. Donc, par exemple, sur l'accroche, je vais faire un quiz type un petit icebreaker pour pouvoir prendre la température sur le sujet du formé. Lui proposer une petite vidéo parole d'expert. Donc voilà, pour 5 minutes pour pouvoir l'accrocher sur le sujet. Ensuite, durant 15 minutes, on aura une phase d'apport notionnel. Et donc là, je vais pouvoir mettre en place des activités d'interaction d'apprentissage. Donc là, en fait, c'est le fait de pouvoir utiliser des activités interactives pour donner accès à la connaissance. Donc, au lieu de lire, l'apprenant va être semi-passif ou semi-actif, à vous de voir. Et je vais illustrer voilà, au travers d'un motion design. Et après, une petite application avec une simulation de dialogue et un quiz pour pouvoir, je dirais, avoir un contrôle de connaissances adéquat. Donc, quand je disais tout à l'heure, un outil qui va être à la hauteur de nos ambitions, donc c'est vrai que, par exemple, l'outil iSpring permet facilement, dans un simple, voilà, tout en un, je vais pouvoir créer des vidéos filmées, donc m'enregistrer. Je vais pouvoir aussi faire des screencasts. On peut également mettre en place des interactions d'apprentissage, donc qui vont permettre, comme vous pouvez le voir dans le petit visuel, voilà, le fait de pouvoir apprendre à son rythme, par exemple. Autre point, voilà, si je veux faire des simulations de dialogue, donc en fait, ça veut permettre d'avoir des échanges et de simuler des échanges entre l'apprenant et des avatars, et donc évaluer ses réponses. Et autre point aussi, le fait de pouvoir mettre en profit des quiz, donc avec des suivis statistiques, du tracking, avec des rapports envoyés aux instructeurs. Donc voilà un petit peu ce que permet l'outil iSpring. Donc Brigitte, merci pour la pub pour les produits iSpring bien amenés, bonne continuation. Bah, je vous en prie Brigitte, c'est un webinaire iSpring, donc c'est normal qu'on parle aussi de leurs produits. Est-ce que différentes versions sont compatibles entre elles? Oui, ce qu'il faut que l'on prenne une formation pour l'actualiser, ce serait dommage de perdre du travail. Oui, en général, vous pouvez ouvrir les projets antérieurs avec les nouvelles versions, il n'y a pas de souci. Peut-on télécharger le travail pour l'exploiter sur un poste non équipé de l'outil? Absolument, Véronique. Il est possible de publier les créations avec les outils auteurs, donc pas seulement iSpring, mais tous les outils, l'autre outil auteur le propose, au format HTML5 par exemple. Et donc, le formé peut suivre la formation sans avoir l'outil auteur, sans problème. Voilà. Donc l'idée, hein, remis le fait de présenter l'outil, c'était plus d'avoir une visée, plutôt un angle pédagogique. Je souhaite, voilà, différentes méthodes pédagogiques à mettre en place, et voici les activités que propose l'outil. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Alors je continue. Donc là, vous avez ici différentes petites captures d'écran. Donc pour pouvoir, je dirais, que vous puissiez visualiser ce qu'on appelle, par exemple, l'activité interaction d'apprentissage ici avec une photo cliquable, et donc on va avoir différents pop-up qui vont pouvoir s'ouvrir, différents types de quiz, et en haut à gauche vous avez les simulations de dialogue, donc avec un personnage qui va vous poser des questions, et suivant vos réponses vous allez gagner ou perdre des points. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, sur des formations soft skills. Très bien. La différence avec Storyline. Alors, avec les deux, vous allez pouvoir, donc les points communs peut-être, avec les deux, vous allez pouvoir travailler et faire du SCORM, d'une part, donc créer des ressources de formation qui vont être compatibles avec les LMS. Je dirais la différence, c'est qu'on va avoir un outil qui va être directement embarqué dans PowerPoint, alors que sur Storyline, c'est un outil vraiment à part. Voilà, c'est un logiciel dédié. Sur iSpring, vous allez pouvoir retrouver les simulations de dialogue que vous n'avez pas chez Storyline. Après, en point commun, on va retrouver les mêmes types de quiz aussi. Donc, il y a quand même des points communs entre Storyline
et iSpring, mais il y a des petites différences quand même notables. Voilà. Oui, absolument. Pour les traductions, Andrea, donc iSpring a une fonctionnalité qui permet d'exporter le contenu dans un format XLF et ensuite de le recharger une fois traduit à l'aide des outils type SmartCat, des outils de traduction automatique. Voilà. Est-ce qu'il fonctionne sur macOS? Oui, il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionnerait pas sur macOS parce qu'il a une base PowerPoint. Donc, pas de souci, Thierry. Alors, je continue sur les 2 petits quarts d'heure qui nous restent. Donc, sur l'étape, donc voilà, on a pu voir donc l'audience. Là, on est parti sur les outils. Donc, pour revenir vraiment sur le métier d'ingénieur pédagogique digital, donc l'intérêt, ça peut être d'avoir un petit portfolio. Donc, ce qu'on appelle un portfolio, c'est souvent utilisé en fait, notamment chez les photographes, chez les graphistes. En fait, c'est un book pour pouvoir montrer en quelques minutes ce dont vous êtes en capacité de réaliser. Donc, c'est plutôt intéressant et c'est souvent demandé, notamment lorsqu'on est soit en recherche d'emploi, ou bien en démarchage lorsqu'on est freelance. Donc, ça permet de donner en fait une vision concrète de ce qu'on est en capacité de créer. Donc, souvent, les personnes qui vont pouvoir solliciter un ingénieur pédagogique digital n'ont pas forcément d'idée de ce que c'est qu'un module e-learning, ou ils vont peut-être avoir des idées un peu galvaudées, vont peut-être confondre avec un serious game, alors qu'un module e-learning classique va être peut-être moins élaboré niveau graphique, par exemple. Donc voilà, ça va permettre vraiment de concrétiser ce que vous allez pouvoir proposer, d'une part. Et puis en même temps aussi, ça va être un double effet, donc à la fois concrétiser, puis en même temps rassurer. Parce qu'au moins, ça permet, je dirais, d'avoir une approche professionnelle. Voilà, je ne viens pas juste vous vendre du vent, c'est pas juste des mots. Il y a aussi des actes derrière, des faits et pourquoi pas des petits témoignages pour pouvoir dire voilà des retours clients qui ont été satisfaits de l'ingénierie pédagogique que vous avez faite. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez bref, pas trop compliqué, hein, qui puisse parler à tout le monde. Hein. Voilà, si vous présentez un sujet ultra technique en langue espagnole ou en anglais à une personne qui n'est pas familière avec l'anglais et encore moins avec le sujet, là, du coup, vous allez le perdre, quoi. Voilà. Donc, pour pouvoir créer ces supports, donc vous allez pouvoir en fait soit les partager sous un format partage d'écran durant une visio. Pourquoi pas aussi créer votre propre site web personnel. Donc là, du coup, vous pouvez faire un site, par exemple, avec il y a des hébergeurs type WordPress, type Wix. Enfin, il y a différents types de sites qui peuvent exister, je dirais, sur la toile, sur lesquels vous pouvez, je dirais, à la fois vous présenter votre activité et faire une petite page, je dirais, avec soit des captures d'écran ou des petits modules test, en fait, d'essai pour pouvoir, je dirais, avoir une démarche concrète pour vos futurs prospects. Donc voilà pour cette partie portfolio. Donc là, vraiment, l'idée, hein, c'est d'avoir quelque chose un peu bien préparé qui vous accompagne dans vos prospections, dans vos recherches d'emploi, en vue d'attester et puis de rassurer aussi vos futurs responsables, managers ou clients. Voilà. Alors, est-il nécessaire d'avoir un portfolio sur un site internet, Corinne? Non, c'est pas forcément nécessaire que ce soit sur un site internet. Ça peut être directement sur votre machine, sur votre ordinateur, et vous pouvez le partager en mode partage d'écran, tout simplement, hein, pour pouvoir le faire. Voilà. Quel niveau de compétence faut-il pour entamer une formation d'ingénieur pédagogique? C'est une très bonne question. Donc, à mon sens, avoir déjà un premier niveau en termes de bagage, en termes de formation pour adultes. Donc, souvent, les personnes ont déjà effectué une formation type formateur pour adultes, donc une formation type FPA, par exemple. Ça peut être intéressant. Très bien.
Alors, je lis les autres questions. Concernant le site web, avez-vous un nom à nous conseiller pour l'URL pour être visible sur la toile en matière de SEO, en matière de référencement? Effectivement, il y a sans doute des mots-clés à choisir qui peuvent remonter. Donc, sans doute des mots-clés qui peuvent revenir type digital, type conception, type formation, par exemple. Donc, après, tout dépendra après dans quel type d'entrée vous souhaitez aller. Ça peut être intéressant de vous rapprocher aussi avec des personnes qui ont un métier de community manager ou de spécialiste de la communication ou de web marketing. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous rapprocher de ce type de personnes. Voilà. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Non, je pense avoir répondu au fur et à mesure. Parfait. Très bien. Alors, autre point aussi, donc apprenez de l'expérience, voilà, par l'expérience des autres concepteurs e-learning. Donc effectivement, ça rejoint avec ce qu'on disait tout à l'heure en termes de veille. Donc c'est très intéressant. Donc vous pouvez télécharger ici un petit carnet de concepteurs pédagogiques. Donc vous retrouverez les QR codes à la suite du webinaire. Donc n'hésitez pas à les télécharger. Et puis c'est pour vous, hein, c'est vraiment fait à ces fins-là pour pouvoir aller plus loin sur les sujets. Et également, dans cette partie-là, donc l'idée, c'est de vous faire un petit peu, en fait, vous donner quelques idées. Donc, vous avez, par exemple, quelques livres, différents livres qui ont été rédigés sur ce domaine de la conception pédagogique digitale. Donc, par exemple, vous avez différents livres. Donc, je peux vous en citer quelques-uns. Donc, un livre qui s'appelle Réussir avec le projet Digital Learning. Alors, peut-être que, bon, vu que c'est flouté, c'est dommage, mais vous allez retrouver le QR code, avec le QR code, le livre. Donc, c'est un livre qui a été écrit par monsieur Cherkaoui Tariq, sur voilà, comment créer le projet e-learning et comment aussi bien le vendre, comment le référencer. Donc, ça peut répondre à pas mal de vos questions. Vous avez un livre qui a été sorti il y a pas mal de temps et je dirais qui est vraiment intéressant pour pouvoir se lancer aussi dedans. Donc, dans la partie bouquin, vous avez Réussir votre projet digital de Madame Marie Pratt, donc vraiment intéressant aux éditions ENI. Donc, les éditions ENI qui sont, je dirais, assez solides sur la formation. Un autre bouquin aussi que j'ai découvert il y a peu de temps sur le métier de formateur et d'ingénieur pédagogique. Vous pouvez retrouver la boîte à outils du formateur, donc c'est vraiment intéressant pour pouvoir avoir des idées d'activités pédagogiques et qui peuvent être à la fois en présentiel mais aussi en digital. Donc vraiment, ça c'est pour aller plus loin. Et puis enfin, donc voilà, on va pas me reprocher de faire de la pub, mais ça me paraît quand même important aussi. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'outil iSpring, vous avez un petit bouquin qui s'appelle iSpring Suite 10, les essentiels, donc qui est disponible aussi sur la toile, qui a été écrit par contre par un Anglais qui s'appelle Kevin Ziegel, qui est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de cas pratiques, beaucoup d'exemples. Donc à la fois en fait des captures d'écran pour pouvoir prendre en main l'outil, même s'il reste assez intuitif, ça permet d'aller plus loin. Et également, je dirais toutes les bonnes pratiques de conception. Donc voilà. Et également sur les QR codes que vous avez là, vous allez retrouver un QR code en lien avec la Learning Expo, donc qui aura lieu fin mars avec e-Learning Touch. Donc vous pouvez retrouver un atelier proposé par iSpring. Donc n'hésitez pas aussi à vous y inscrire. Ça sera à mon avis très très intéressant. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je dirais, à aller plus loin, à rester, je dirais, connecté, comme on dit, pour pouvoir avancer sur ces sujets. Voilà. Donc il nous reste quelques minutes pour terminer. Donc encore un dernier QR code, donc c'est assez fourni. Donc on peut prendre 5 minutes pour pouvoir répondre à vos dernières questions. J'espère que ce webinaire vous a plu, qu'il a répondu à vos questionnements, qu'il a aiguisé votre curiosité. Donc, je vous laisse le soin de réagir sur le chat. Si vous avez des dernières petites questions, on peut prendre quelques minutes. D'accord, super. Toutes ces informations. Ok, Elsa, merci à vous. Merci à Sam. Génial. Donc les QR codes, n'hésitez pas, vous allez les retrouver.
Vous avez zappé très rapidement le dernier QR code. Peut-on revenir dessus? Alors, le dernier QR code, alors, en fait, ce dernier QR code, effectivement, tu as raison. En fait, il vous permet d'avoir accès en fait au lien de l'article sur iSpring, donc directement. Voilà. Donc, vous allez avoir un article qui est assez conséquent pour avoir l'essentiel des informations qui ont été communiquées aujourd'hui. Voilà. Un avis sur Klaxoon. Klaxoon, c'est un bel outil pour pouvoir animer des formations, tout comme Kahoot ou autre. Vraiment intéressant. Très bien. Merci beaucoup, Géraldine. Peut-on trouver le contenu de la présentation pour la partager? Oui, la présentation va vous être envoyée. Thanks so much. When is the next webinar? Anastasia pourra vous répondre et vous informer sans doute sur le prochain webinaire. Super, merci à vous. Quelle préférence entre le SCORM et le HTML5, Farid? Merci pour cette question technique. Alors Farid, en fait, le SCORM va vous permettre d'avoir des remontées statistiques avec une plateforme LMS. Donc la plateforme LMS, c'est la plateforme qui va permettre d'embarquer votre contenu et de le mettre à disposition à vos apprenants. Et le HTML5, c'est uniquement en fait un format qui va être compatible avec le navigateur. Donc là, du coup, il n'y a pas forcément d'analytique. Alors, un jeune bachelier pour devenir ingénieur pédagogique, donc moi je l'orienterais vers des études à l'université. En fait, ça peut être intéressant de partir à l'université sur des masters d'ingénierie pédagogique. Pourrais-je avoir une attestation? Donc, je pense que vous pourrez avoir une attestation sans aucun problème. Fatogoma, à part Adi, oui, absolument, il existe d'autres méthodes que vous allez pouvoir retrouver dans l'article, notamment dans l'article iSpring, notamment une méthode qui s'appelle SAM. Ça n'a rien à voir avec les missiles SAM, voilà, qui permet d'avoir une méthode plutôt en mode projet agile. Merci pour toutes vos questions en tous les cas. Ça vous a bien stimulé. Merci à vous. C'était vraiment chouette. Ok. Très bien. Ouais, effectivement, Thierry, moi non plus, je suis pas trop QR code, mais au moins ça permet d'avoir un format, je dirais, qui permet d'avoir trop de liens. Mais rassurez-vous, voilà, l'ensemble des ressources va vous être communiqué en synthèse de ce webinaire. Vraiment. Voilà, donc c'est à la fois le webinaire, vous allez avoir le replay, le support, et donc voilà, c'est assez complet. Merci pour toutes vos interactions. Avez-vous publié un tuto pour iSpring? Alors Anastasia, je vous laisserai répondre sur cette partie tutoriel. Je pense qu'il existe sur le site iSpring prochainement des tutoriels. Merci Vincent, au plaisir. Ok, super Faouzia. Eh ben, très bien. Voilà, donc c'était le webinaire avec des QR codes. Merci Elodie. Le tuto est-il disponible? À mon avis, alors de mémoire, il sera disponible mi-mars, le tutoriel. Donc il y aura différentes vidéos. Donc n'hésitez pas à voir aussi sur la toile des tutoriels ou autres sur l'outil iSpring. Donc voilà, donc c'est un outil assez complet. Merci Géraldine. Merci Anastasia pour le lien impeccable. Très bien. Voilà. Et je n'oublie pas, vous allez recevoir avec le débriefing des petites questions de contrôle de connaissances pour voir si vous avez bien suivi. Voilà, donc avec à la clé, voilà, un petit podium. Super. Eh bien, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Puis à bientôt pour les prochains webinaires, donc avec iSpring. Voilà.